Bonjour et bienvenue. Donc, je vous retrouve de nouveau sur une nouvelle conférence du Grand Sommet TDAH et donc sur une deuxième conférence avec Déborah Mitois. Bonjour Déborah. Bonjour Fabienne. Merci à toi donc d'intervenir sur ce Grand Sommet TDAH. Bah, Euh, merci à toi de l'invitation. merci. Et toi donc tu as pour cette deuxième conférence qui est en lien vraiment avec les apprentissages et l'école, hein, on va voir les stratégies pour travailler avec les enseignants et optimiser les apprentissages. Une conférence qui s'adresse aux parents, mais aussi aux enseignants. C'est vrai que c'est un vrai sujet aussi, la relation entre le triangle, on va dire, parents, enfants, enseignants. Donc, on va voir tout ça avec toi. Ben, écoute, je t'invite à te présenter si tu veux bien. Oui. Alors, donc moi, je suis Déborah Mitoire, j'ai enseigné pendant 20 ans. Je suis coach parental et scolaire spécialisée dans l'accompagnement des enfants TDAH. Donc, aujourd'hui, on va parler effectivement des stratégies pour travailler avec les enseignants et optimiser les apprentissages parce que le rôle de l'enseignant est clé pour accompagner les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, des troubles des apprentissages. L'écosystème dans lequel va grandir, va évoluer l'enfant, bah, il est vraiment essentiel. Que ce soit aligné entre l'école et la maison, et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir, en tant que parent, bah, du coup, apporter à l'enseignant du coup des informations sur notre enfant, parce que bah, on connaît quand même bien notre enfant et on sait ce dont il a besoin, mais également en tant qu'enseignant de savoir comment est-ce qu'on peut aider les enfants neuroatypiques sans s'épuiser au quotidien, parce qu'une grande crainte en tant qu'enseignant, c'est de se dire oui, mais comment je vais faire? Euh, je vais pas pouvoir faire pour un tel qui a ça comme aménagement, un tel qui doit avoir quelque chose de spécifique. En fait, ils ont il y a au moins 5 enfants par classe qui ont des PAP, des PPS, des PPRE. Donc, en tant qu'enseignant, on peut très vite se sentir submergé par toutes ces demandes d'aménagement. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut concilier tout ça et faire en sorte de venir en aide aux enfants, aux élèves, sans s'épuiser. Mm. Ouais, et Alors, c'est important hein, parce que oui, ouais, on dit bien que il y a à peu près, tu dis 5 enfants par classe, c'est déjà beaucoup pour un enseignant quand il y a 30 enfants, enfin, et même 30 enfants, chacun a sa spécificité, chacun a son unicité, chacun a sa façon d'apprendre. Enfin voilà, chaque enfant est différent, donc accompagner individuellement chaque enfant, c'est pas possible. non, Mais par contre, mettre en place des stratégies, c'est faisable. Mm. c'est ça. C'est pas possible d'accompagner individuellement chacun des enfants, d'où l'importance en tant que parent de prendre le relais à la maison. Quand on a un enfant qui est en très grande difficulté, il faut savoir prendre le relais à la maison pour pas qu'il continue à s'enfoncer et cumuler les lacunes. Et en tant qu'enseignant, effectivement, il va falloir apprendre à bah, finalement mettre en place des choses pour tous les élèves. Mm. Et on sait que ça va être de toute façon euh, bénéfique pour l'ensemble de la classe, mais ça va être essentiel pour ces élèves-là qui ont des besoins spécifiques. Et donc, du coup, quand on pense comme ça, c'est plus facile de se dire, OK, en fait, je n'ai pas besoin de faire individuellement pour lui ou pour lui. Je peux transformer, pas tout, mais en tous les cas, une partie de ma pédagogie pour que ce soit aligné avec tous les élèves, mais primordial pour ces élèves-là, spécifiquement. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est bah, l'importance de la coéducation. Ensuite, on va voir quand et comment communiquer avec l'enseignant. Et enfin, on verra bah, tous les aménagements qu'on peut mettre en place à l'école qui sont essentiels à la réussite des enfants TDAH. Alors du coup, on va commencer par le premier point. Donc la coéducation, évidemment, c'est hyper important. Comme je le disais en intro, il faut que l'écosystème de l'enfant soit aligné entre l'école et la maison. Donc c'est très important de faire la passerelle, de faire le lien. Et pour cela, en tant qu'enseignant, c'est aussi important. En fait, on ne peut pas accompagner d'une manière efficace un enfant si on ne connaît pas les difficultés sous-jacentes.
Donc c'est important de connaître le TDAH, de connaître les difficultés qui sont engendrées par le TDAH et de combattre les idées reçues qui ont la vie dure, comme bah, de toute façon c'est une question d'éducation, ou cet élève de toute façon il ne peut pas se concentrer, ou enfin voilà, il y a des idées reçues comme font que bah, du coup on se limite dans notre optique de changement. Et c'est important de se dire tous les élèves sont capables d'évoluer. Tous les élèves sont capables d'apprendre. Et moi, ma posture, elle est importante en tant qu'enseignant pour amener le plus loin possible et le moins douloureusement possible l'apprentissage des élèves et les pousser le plus haut possible, le plus loin possible. Moi, j'aime bien dire, voilà, ce métier-là, on l'a choisi, ce métier d'enseignant, on l'a choisi, c'est pour aider les élèves qui ont besoin de nous. Qui a besoin de nous? Ben, ce sont les élèves qui ont des difficultés, pour qui la scolarité est moins fluide, plus difficile, pour qui tout ne rentre pas tout de suite, ceux qui ont besoin de feedback, ceux qui ont besoin d'encouragement, ceux qui ont besoin d'une personne bienveillante qui va le tirer vers le haut. Être enseignant, c'est pas avoir des élèves qui pichent tout du premier coup. Mm. Notre métier, il est parce que ces enfants-là, ils vont apprendre de toute façon tout seuls, ça va aller très vite. Ils vont pas avoir besoin spécifiquement de notre posture d'enseignant. Et donc, notre métier, voilà, il est essentiel pour ces élèves-là. Et aujourd'hui, finalement, par la malheureusement, par la configuration, le manque de moyens, le manque de reconnaissance, finalement, ce sont ces élèves-là qu'on va laisser sur le côté, sur le bas de la route, par manque de temps. Voilà, il y a plein de raisons. Donc, si on peut transformer un petit peu tout ça et se dire, voilà, si je m'intéresse à ce qui est essentiel pour eux, bah, finalement, ça va être bénéfique pour tous les autres et il y aura de la répercussion positive partout. Donc, combattre les idées reçues, c'est hyper important. Connaître le TDAH pour pouvoir justement mettre en place des stratégies efficaces. Est-ce que tous les enseignants connaissent le TDAH? De non, je pense. Oui. Ouais. Après, après non. Clairement, non. Parce que ça mérite des formations. Donc, non, ça mérite de s'intéresser aussi à ça. Mm. Mais comment on peut faire quand bah, nous, en tant que parents, on a un enfant on sait que le rôle de l'enseignant est primordial, que les aménagements sont essentiels à sa réussite. Donc, je vais vous partager quelques conseils pour pouvoir justement travailler main dans la main avec les enseignants. Euh, Déjà, en tant que parent, c'est d'être proactif. On ne va pas attendre que notre enfant il soit au fond du gouffre, qu'il y ait trop de difficultés, que voilà, il cumule les échecs. Non. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre rendez-vous avec l'enseignant. Alors, en primaire, l'enseignant, au collège, euh, eh bien, c'est le professeur principal qui va faire le lien avec les autres enseignants. Donc, prendre rendez-vous assez tôt. Alors, pas la première semaine, hein, parce que les enseignants n'ont pas eu le temps encore de vraiment prendre en main la classe et découvrir aussi par eux-mêmes l'enfant. Ouais, ouais. Mais voilà, pour donner un ordre d'idée, avant les vacances de la Toussaint, il faut avoir pris le rendez-vous. Il faut avoir déjà dit à l'enseignant, faire une petite piqûre de rappel. Pourquoi? Parce que il y a 25, 30 élèves par classe. Peut-être que notre enfant, c'est pas le seul qui a des besoins spécifiques et qu'il y a des dossiers qui sont peut-être pas arrivés dans les mains de l'enseignant. Parfois, il y a la passation qui se fait pas forcément comme on l'espère. Et puis, bah, on est dans le feu de l'action de la rentrée. On pense à plein de choses, mais pas forcément à se rappeler que, ah oui, un tel, il a ce PAP, et lui, il a ce PPS, et ceci et cela. Oui, puis oui, Donc, je dirais que c'est peut-être important d'aller reparler aussi justement à ce nouvel enseignant de qui est notre enfant, parce que souvent les dossiers suivent avec des étiquettes.
Oui, Et les enseignants parlent de nos enfants, voilà, oui, les uns après les autres, et ça permet peut-être de remettre d'autres mots sur notre enfant. oui, mettre un visage aussi hein, sur les parents, sur un dossier. Enfin voilà, on sait voilà euh, qui a quoi en fait. Ouais. Et donc de se replonger là-dedans. Donc ça, c'est important de garder le lien, de prendre un premier rendez-vous assez rapidement, dans les 3 semaines, un mois. Je pense que c'est pas mal après la rentrée scolaire. Et puis faire un point régulier si on voit que effectivement c'est important de faire un petit suivi régulier, on va dire une fois par période. Ça me paraît largement suffisant. Et puis au collège, alors effectivement, c'est le professeur principal qui va faire le lien avec les profs, mais faut pas hésiter à aussi aller voir les enseignants, les profs de telle ou telle matière. Voilà, faire une petite piqûre de rappel aussi. Voilà, pas hésiter. Dans tous les cas, la communication, elle est hyper importante. La communication, elle est importante et quand on est en rendez-vous avec un enseignant, il y a aussi une manière de dire les choses sans imposer. Parce que l'enseignant, il fait ce qu'il veut dans sa classe. Ce qui compte, c'est de mettre au centre le bien-être de l'enfant. Je pense qu'on est les deux parties, l'enseignant et le parent, on est là pour un seul objectif, c'est l'élève, c'est l'enfant et on veut qu'il soit bien et qu'il apprenne C'est ça, correctement. il n'y a pas que le bien-être, il y a aussi les apprentissages. Il faut coupler les deux, quoi, en fait. Ben oui, mais un enfant qui est bien, c'est un enfant qui apprend bien. Et un enfant à qui on va faire attention, on va mettre des choses en place, et bien du coup, il se sentira bien, il se sentira considéré, et donc il voudra faire des efforts, il voudra se donner la peine d'y arriver. Donc, ce sera bénéfique pour tout le monde en fait. Donc oui, la communication, elle est importante. En tant que parent, c'est important de dire bah, ce qui a fonctionné dans le passé, par exemple. Bah voilà, oui, on avait mis ça en place, ça fonctionnait bien, donc ça peut ça peut être une option à continuer, etc. Euh, donc voilà, la communication est importante et il faut toujours être dans la bienveillance, prendre en considération les limites aussi de l'enseignant. Bah voilà, il n'y a pas que notre enfant dans la classe. Et donc, s'il y a des choses qui peuvent l'aider, euh, l'accompagner, enfin, lui faire gagner du temps, parce que c'est surtout ça. Par exemple, moi, je me souviens, en CM2, j'avais un élève dyspraxique et sa maman, elle m'avait dit qu'il fallait qu'il écrive sur des cahiers spécifiques, comme au CP, les livres CIS. Et donc, elle m'a fourni le cahier. Ouais. Ça m'évite, moi, d'aller acheter Ah un ouais. cahier spécifique, en fait, juste pour cet élève. Vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça que quand on sait en tant que parent comment aider l'enseignant à gagner du temps, mais ça va rendre service à l'enfant, en fait, on y va, quoi. On propose à l'enseignant. En fait, tu vois, je pense que le mot que tu viens de dire, ce qui est important, c'est d'aider l'enseignant. Parce Oui. je pense, la sensation que quand nos enfants vont à l'école, c'est à l'enseignant de s'adapter aussi. Mais quand Mm. en tant que parent, on connaît ce qui est bon pour notre enfant, Oui. ça permet d'arriver justement en disant à l'enseignant, je vais vous aider à aider mon enfant, quoi. Mm, mm, mm. C'est ça, complètement. Et il y a beaucoup d'enseignants qui demandent que ça, à Ouais, pouvoir les aider, mais ils se sentent limités en fait dans leurs actions, pris par le temps, il y a trop d'élèves, etc. Et il y a beaucoup d'enseignants qui cherchent plein d'outils sur Internet, etc. Donc si un parent arrive avec un outil clé en main et que l'enseignant il est bien sûr ouvert à ça, c'est gagnant-gagnant. Donc faites gagner du temps aux enseignants. Voilà, vraiment c'est mon conseil. Alors déjà, on sait que l'élève TDAH a une concentration fluctuante. Donc, du coup, et ça, c'est valable pour tous les élèves, encore une fois, hein, tout ce que je ouais. dis, c'est valable pour tous les élèves, mais ça va être essentiel pour eux, indispensable. On va proposer un environnement calme, éviter les distracteurs, attirer l'attention sur les points importants. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affichage dans les classes.
Eh bien, ces affichages, ça va être des distracteurs. Ouais. Alors, je sais, c'est contradictoire avec ce qu'on nous dit en formation. On nous dit qu'il faut toujours mettre des choses, etc. Évidemment, on peut mettre des choses, mais souvent, il y a des choses qui s'accumulent, des affichages qui s'accumulent tout au long de l'année, et au final, l'élève ne fait même plus, ne va même plus aller voir. Ça fait partie du décor. Donc moi, mon conseil, c'est de d'avoir un maximum du blanc, du mur blanc, pour éviter donc les distracteurs et de mettre l'essentiel, pas forcément devant l'enfant, mais ça peut être sur le côté ou même derrière, pourquoi pas. Il y a quand même la possibilité de se retourner, de voir tout ce qui se passe autour de nous. Et puis on va attirer l'attention sur les points importants. On peut attirer l'attention sur les points importants, et donc il y a différentes façons de faire. Une façon qui est pertinente pour moi, c'est rien que l'intonation de voix. Mm. Si je parle tout le temps comme ça, je débite, en fait, les élèves, ils s'endorment, hein. Et c'est comme nous, hein, quand on regarde une conférence pendant 1 heure, si la personne, il y a toujours la même intonation. Alors que si je m'arrête et si là, je mets un point d'honneur sur ce mot, eh ben, on est plus à même d'écouter. Ouais. Ou de faire des silences. Exactement. Le rythme de parole est très important. Et d'ailleurs, moins on parle en tant qu'enseignant, mieux c'est. Il faut placer c'est l'élève qui devrait parler finalement, échanger plus que ce que nous, on devrait dire, parce qu'on est le transmissif aussi, ça n'aide pas à être dans l'attention. Donc, élancer l'attention avec intonation, avoir des gestes, le regard. Eh, regardez-moi tous là, vous me fixez bien, c'est bon. Est-ce que vous êtes tous là? Tac, tac, tac. On attend, on a l'attention par le regard. On va expliquer les étapes et les démarches qu'est-ce qu'il y a à faire. Il faut que l'enfant, finalement, l'élève, il faut qu'il ait un plan clair de ce qui se passe et d'où il va aller. Et on Oui, fractionne. et quand tu dis fractionner, c'est vraiment fractionner avec des tâches vraiment Ouais. Par une exemple, à une, surtout pour les enfants qui ont un TDAH. On sait. voilà, mais pour tout le monde, tous les élèves, si on leur donne une double consigne, bah, il y a 50% de chances qu'ils oublient le début de la consigne. C'est sûr. Pas besoin d'être TDAH, en fait. Donc, segmenter, fractionner les consignes et les étapes, ce sera rendre service à tous les élèves. Utiliser un minuteur. Allez, top, c'est parti. Maintenant, vous faites cet exercice. Je vous mets 10 minutes. Tac, et on affiche le minuteur au tableau, enfin, sur le TBI, où on met quelque chose de visuel, etc. On séquence les consignes, donc c'est ce qu'on a dit. On décompose des tâches complexes, donc on est vraiment là-dedans. On va encourager l'élève à finir une tâche, valoriser, féliciter et récompenser. C'est très bien. La valorisation verbale, elle est très importante. Prendre en compte les efforts, le chemin, très très important aussi. Et puis faire des pauses, proposer des déplacements, proposer des évaluations en début de cours aussi pour maintenir la concentration, pour optimiser la concentration. Donc il y a des petits aménagements comme ça qui vont qui vont pas être compliqués à mettre en place. Ça ne demande pas de temps supplémentaire. C'est juste une approche différente. Une difficulté aussi, souvent des enfants TDAH, c'est un déficit en mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est euh, je vais mémoriser un résultat, le résultat de ma multiplication, je vais le garder en mémoire pour je vais devoir m'en servir pour résoudre mon problème. Donc cette mémoire de travail, c'est ça, c'est je retiens le résultat de ma multiplication. Donc, on va aider l'élève à soulager sa mémoire de travail. Pour le calcul mental, par exemple, on va l'aider en écrivant le calcul. Au lieu de garder en mémoire,
le calcul. Si par exemple je lui dis, allez, 123 moins 45, il devra garder en mémoire 123 moins 45 et du coup, il va perdre de son efficacité. Alors que s'il voit cette opération, ce sera plus facile pour lui d'accéder à l'opération mentale. Le support des multiplications, ça c'est rien comme béquille. Quand on ne travaille pas évidemment sur la mémorisation des tables, mais si par exemple on a une multiplication posée, euh, ce qu'on veut évaluer, c'est quoi? C'est la technique opératoire. C'est pas la mémorisation des tables, c'est la technique opératoire de la multiplication. C'est une compétence à part entière. Pourquoi ne pas accepter de donner les tables à côté? Ouais. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on peut faire à la maison, hein. Moi, j'invite aussi à faire ça à la maison, hein. Quand on peut, hein. On donne des béquilles à son enfant, on donne des béquilles à l'élève pour qu'il accède à la compétence. C'est ça le plus important. Quel est mon Et ça, tu objectif? vois, à la maison, c'est souvent le problème, c'est que on s'autorise peut-être pas parce que le professeur n'a pas spécifié qu'il pouvait y avoir droit, tu vois. Il pouvait avoir Oui, droit aux tables de multiplication. oui, mais en fait, on fait le mélange entre, bah, tu dois connaître tes tables pour résoudre ta multiplication, pour résoudre ta multiplication Mm, posée. Sauf que non, l'objectif pédagogique, c'est pas ça. L'objectif pédagogique, c'est de savoir si tu sais la technique opératoire, tout simplement. mm, Est-ce que tu mets bien le zéro? Est-ce que, voilà, c'est ça. C'est pas de connaître les tables. Donc, c'est parce qu'on ne sait pas quel est l'objectif derrière. mm, Mais en tant qu'enseignant aussi, il faut s'interroger, c'est quoi mon objectif? Là, maintenant. mm. Si c'est pas d'évaluer la mémorisation des tables de multiplication, je peux donner mes tables en support. Ah ouais. Ok. Pareil pour la calculatrice. Quand on a un problème de maths, bah, ce qui compte, c'est le raisonnement. euh, et finalement, le calcul, bah, voilà, on peut très bien soulager l'enfant sur le calcul alors qu'il a le bon raisonnement, c'est ce qu'on cherche. Mm, Donc, on valorise la démarche plus que le résultat s'il y a une erreur de calcul. Là aussi, c'est euh, une une aide pour l'enfant, pour mm. l'élève. Le mettre en réussite. En fait, on cherche à le mettre en réussite. Un élève qui se sent en réussite, il aura envie de faire des efforts et de continuer. Et ces béquilles, elles sont que temporaires, il ne faut pas s'inquiéter. C'est pour accéder, c'est pour accéder en fait à la compréhension, c'est pour accéder au raisonnement. Vous voyez, si vraiment les tâches primaires ne sont pas acquises, ne sont pas automatisées, il faut quand même pouvoir s'exercer aux tâches secondaires. Pendant la lecture, par exemple, on peut donner une feuille de prise de notes à remplir au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps sur la compréhension de lecture, etc. Pour chercher un mot dans le dictionnaire. Bon, bah, chercher un mot dans le dictionnaire, ça peut être difficile pour un enfant qui a une dyslexie, par exemple, ou une dyspraxie. Et donc, on va lui proposer Google Images. Ou aujourd'hui, ils font les manuels Eureka pour chercher un mot à partir de sa conscience phonologique. Diminuer la taille des poésies et autres textes à réciter aussi, parce qu'on sait que la mémoire peut être voilà, plus vite limitée, en tout cas, fatiguée. Et donc, en mettant en place, en soulageant ça, la mémoire de travail, eh bien, on casse le cercle vicieux des troubles des apprentissages, qui amène un élève à l'échec scolaire. L'impulsivité. L'impulsivité, ça, c'est évidemment une difficulté sous-jacente au TDAH. Un enfant qui va parler sans lever la main, qui va couper la parole. Ben là, c'est important de mettre en place de la métacognition. On va reformuler ce que l'enfant doit faire. Est-ce que tu te souviens, tu dois faire ça, ça, ça. Ça, c'est pareil, c'est un temps. C'est pas, voilà, c'est un temps, c'est une béquille, un temps. Faut pas s'imaginer que ça va être tout le temps, toute l'année comme ça. Ah, tu te souviens là, qu'est-ce que tu dois faire? On va également reformater les consignes, on va les adapter, on va les fractionner, on va faire en sorte aussi que, elles soient comprises, on va permettre à l'enfant de reformuler. Mais ça, c'est valable pour tous les élèves, hein. Le guide de relecture pour vérifier son travail, pour faire la chasse aux étourderies, je vais vous en partager.
Et ça aussi, c'est important quand l'élève il va répondre à la va-vite comme ça, eh bien, on va lui donner un petit guide pour vérifier son travail. Par exemple, la dictée. La dictée, on dit toujours aux élèves, bon, bah, relisez-vous maintenant. Relisez votre dictée. En fait, ils savent pas quoi relire. Bah, là aussi, on va donner une guide de relecture, un guide de relecture. Oui, il faut avoir plus de précision en fait. Ouais, exactement. Là, par exemple, je vous partage les étapes Ouais. de résolution de problème. Je lis mon calcul, je colorie le symbole de l'opération en fonction du code couleur, je résous mon opération, je vérifie tous les calculs. Donc là, on a les étapes clés en main. On surligne aussi les signes. Parce que là, Hmm. un enfant qui est dans l'impulsivité, il va dire, ah oui, j'ai cru que c'était l'addition tout le temps, quoi. Et là, il va faire des additions. Il a vu les deux premiers plus, et après, c'est sûr que il va faire des plus partout. Donc, on met en évidence là où il pourrait éventuellement se tromper. Mettre un code couleur, un code consigne. Hmm. Ça va aussi aider l'enfant. On va vraiment voilà, mettre des couleurs pour pouvoir capter son attention. Et puis, bah voilà, là, on a par exemple, je vérifie d'abord les majuscules, je vérifie les points, ensuite les lettres muettes. Donc ça, pour la relecture de la dictée, par exemple. Pareil, de la même manière, je vérifie d'abord les pluriels, je vérifie l'accent, les accents des E, les consonnes doubles, les en fonction de ce qu'on a envie, ce qu'on a travaillé pour la dictée, par exemple. Ouais. L'activation. L'activation, c'est une fonction exécutive qui est défaillante chez les enfants TDAH. Et donc, c'est le fait de se mettre au travail. Éveiller l'attention en début de tâche pour éviter que l'enfant finisse en retard, puisqu'il a commencé en retard. Donc, on va penser à des petites stratégies comme l'appeler par son prénom, c'est simple. Ou le mettre juste devant le bureau. Ouais. Avoir un contact visuel avec lui. Impulser une mise en route. Allez, ouvre ta trousse. Allez, on y va. Exercice 3 maintenant. Et on va chercher la motivation et le challenge. Allez, dès que tu auras terminé ton petit exercice, là, hop, après tu pourras aller au coin lecture, prendre un livre, etc. Ou mettre en place des bons points. Regarde, tu as réussi ton exercice dans les temps, et ben écoute, c'est super, tu as fait un gros effort, tac, bah, je te donne un point selon selon ce qui est mis en place dans la classe. Ensuite, on va eh bien, respecter les capacités attentionnelles de l'élève. Donc, mettre des étapes, faire des pauses ou donner plus de temps. Donner des exercices un à un au lieu de dire, allez, vous faites l'exercice. 1, 3, 5, 7, page, un tel. Bon, bah là, ça va être trop. On va lui dire, lui, ah bah, vas-y, fais déjà l'exercice 3. Ouais. L'évaluation, c'est pareil. L'évaluation, on peut se permettre d'évaluer sur 2 jours, par exemple, si la capacité attentionnelle est limitée. Ou faire avant la récréation, puis finir après la récréation. Ça permet de se recentrer, de faire une pause et on s'y remet. Ce qui est important, c'est de rendre l'élève actif. On va reformuler, définir l'objectif de la tâche avec lui. Qu'est-ce que tu as compris? Lui faire surligner, souligner, encadrer les mots importants, ce qu'il ne faut pas rater. Et lui donner un but, un objectif. On va l'aider à maintenir l'attention dans le temps. Et pour ça, on va l'inviter à venir régulièrement pour voir où est-ce qu'il en est. Rappeler le but. Il existe également des bracelets vibrants aussi qui peuvent... Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de faire ça. À mettre un time timer pour formaliser le temps de concentration demandé également. Donc là, j'ai partagé un livre si vous voulez aller plus loin. Apprendre une question de stratégie, développer les habiletés liées aux fonctions exécutives. Cacher les éléments non utiles sur le livre avec des post-it. Ça, c'est Hmm. très facile à faire aussi à la maison pour éviter de se disperser dans la page. D'ailleurs, il y a des élèves, ils vont commencer un exercice, phrase A, phrase B, et puis après, ils vont entamer un autre exercice
C, phrase D. Ils vont changer d'exercice sans s'en rendre compte. Alors là, bon, au lieu de dire, bon, bah, tu recommences tout, là. C'est quoi ce travail? Bon, bah voilà, on peut mettre des petits post-it. Distribuer des bons points dès qu'il y a un comportement positif. On va valoriser, on va regarder un petit peu plus loin l'importance du renforcement positif pour ces élèves. Donc, dès qu'il a un comportement attendu, lever la main, rester assis, être attentif, même si on considère que c'est normal à son âge, même si on considère qu'on ne devrait même pas lui rappeler, eh bien, aujourd'hui, il n'est pas prêt, en fait. Il n'y arrive pas. Donc, bah, il faut adapter nos attentes et nos exigences et se dire, OK, bon, là, il n'y arrive pas, je vais l'aider, l'accompagner. Oui, mais en fait, ça veut dire que tu aides juste cet enfant-là, enfin, tu lui donnes des récompenses, mais pas aux autres. Ah bah, en fait, ça dépend du système qu'on utilise en classe. Ouais, Euh, Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un système de renforcement positif pour toute la classe. ouais. Si ce Ah n'est ouais. pas suffisant pour ces élèves qui ont besoin de plus, je peux lui faire un petit truc spécifique à côté. Mais ça n'enlève en rien que, de toute façon, je vais valoriser l'ensemble des élèves. Oui, bien sûr, Donc, oui. Oui. voilà. Mm. Donc, oui, à partir du moment où il a des difficultés spécifiques, bah, je vais l'accompagner sur ça spécifiquement. Mm. Ce qui est important, c'est de pouvoir quand même laisser l'opportunité aux autres d'avoir aussi la Ouais. possibilité d'avoir des privilèges, des bons points, etc. Ok. Donc ça vient dans un système global en fait. Mm. On peut également mettre en place, alors là c'est pareil, on va dire ça stigmatise l'enfant. L'enfant d'ailleurs ne veut pas, l'élève ne veut pas venir avec son casque anti-bruit ou son petit truc là pour sa barrière pour être bien concentré. Ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant, c'est disposer trois, quatre casques au fond de la classe, disposer des outils comme ça, euh, anti-distraction, Ouais. pour tous les élèves. Parce Ouais, qu'il y a ouais. des élèves qui n'ont pas de TDAH diagnostiqué, mais qui peuvent très bien avoir du mal à se concentrer quand il y a mon voisin qui parle, ou bah voilà, là j'ai besoin vraiment de me mettre dans ma bulle. Mm, mm. Et ça, même si on n'a pas de TDAH, on peut aussi avoir ces besoins spécifiques. Ouais, ouais. Mm. Donc, pour ne pas stigmatiser les enfants qui en ont réellement besoin, on peut mettre à disposition dans la classe tous ces outils. On va utiliser le fluo. Le fluo, c'est un partenaire indispensable aussi hein, pour mettre en lumière ce qui est important. On va également permettre aux élèves de bouger le plus possible. Donc, on va lui donner des responsabilités. Cet élève qui bouge tout le temps, qui a besoin toujours qui se tortille sur sa chaise, on va lui donner des responsabilités qui lui permettent de bouger. On peut utiliser également des caches pour Ouais. pouvoir Mm. rester focus sur sa ligne de lecture. On va pouvoir utiliser des assises différentes, comme les ballons décathlon. Euh, Ça, on a aussi les petits tabourets comme ça. Donc, c'est des assises dynamiques. Et ça évite de dire arrête de te balancer. Mm. Ou d'avoir un enfant qui tombe de sa chaise. Ça arrive. Le tabouret stylo. Euh, Aussi, on peut mettre des balles de tennis. Alors déjà, ça permet d'avoir moins de bruit dans la classe aussi. Hein, pour l'avoir testé, c'est magique. Pas mal, ça. Des balles de tennis sous les pieds de chaise. Et bah, les vélos pupitres aussi, hein, qui permettent d'activer, de se mettre en mouvement pour travailler. Et on a aussi les chambres à air qu'on peut mettre sous les tables comme ça, qui permet voilà, de, euh, de bouger aussi, de bouger les pieds. On a des fidgets pour pieds, des rouleaux de mouvement. Enfin, il y a plein de choses qui existent. C'est des outils supplémentaires. On a aussi des crayons fidget hein, qui permettent voilà, de toujours avoir quelque chose un petit peu à trifouiller dans les mains. Les balles anti-stress, les embouts de mastication, d'autres outils, les tangles. On a ça aussi. Voilà, ça évite d'avoir les stylos complètement bousillés à la fin de la journée.
Les enfants qui se sont énervés dessus. Et on arrive à la fonction exécutive de l'organisation de la planification. Et là, c'est très important d'accompagner les élèves TDAH à mieux s'organiser, à mieux planifier. Ça, c'est vraiment une difficulté qu'on retrouve très très souvent. Et en classe, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va déjà mettre un time timer. Alors attention, parfois ça peut stresser. Ça peut stresser time timer, à ce moment-là, on n'insiste pas. Et moi, ce que j'aime dire aux familles, c'est bah, essayer de le mettre en place déjà pour des choses de la vie courante qui n'apportent pas de stress, quoi. Je sais pas, ça peut être l'histoire du soir, ça peut être un temps d'écran, ça peut être se brosser les dents, voilà, différentes choses de la vie quotidienne. Alors, ça, c'est vraiment l'idéal, c'est d'utiliser un semainier. Alors, à la maison, effectivement, on peut mettre en place le planning euh, pour vraiment développer voilà, cette représentation dans le temps. Et puis, à l'école, ce qui est hyper important, c'est de mettre l'emploi du temps. Alors, l'emploi du temps, ils l'ont à la semaine, mais par jour. C'est-à-dire, chaque jour, on met le planning du jour. Ça permet vraiment qu'ils se repèrent et d'anticiper qu'est-ce qui va venir après, etc. Et de savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée. C'est hyper important. À quel moment c'est la récré, à quel moment c'est l'heure du déjeuner, la récré de l'après-midi, à quel moment entre. Les élèves, ils adoraient savoir le programme de la journée, en fait. Et c'est hyper important. Ça permet de structurer son temps et de ne pas être passif. Ouais. Bon, ben, on est passif et que finalement, c'est l'enseignant qui décide de tout. Allez, maintenant, on fait ça, et maintenant, on fait ça, et maintenant, on fait ça. C'est le chef d'orchestre. Sauf que voilà, c'est bien de pouvoir impliquer l'élève sur ça. Donc voilà, il y a différentes façons de faire, hein, avec des plannings, l'application Trello également, pour pouvoir s'organiser. La technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5-10 minutes de pause. Donc ça, c'est bien aussi pour rester focus sur une activité. Pareil, à la maison, pendant les devoirs, à utiliser aussi. Pendant la classe, pareil. Pendant une séance, bon bah voilà, en général, on a un moment où les élèves ils sont en activité, bah on leur met ce timing quoi. Et ils sont vraiment focus. Même les élèves qui ont un TDAH, parce qu'ils savent que bah il y a une fin et ils doivent avoir fait un exercice ou deux exercices en ce temps imparti. Et puis alors souvent, hein, la difficulté qu'on retrouve, c'est l'élève qui revient à la maison avec un cartable vide. Il oublie toutes ses fournitures, etc. Donc là aussi, il y a des astuces, hein. C'est déjà de préparer le cartable ensemble le soir. On affiche au tableau qu'est-ce que je mets dans mon cartable pour le lendemain. On a un responsable qui vient et qui met tout ce qu'il faut mettre. Euh, et puis voilà, du coup, c'est vraiment l'aider, l'accompagner à faire son cartable avec une fiche cartable, etc. Qu'est-ce que je mets toujours dans mon cartable? Voilà, en fonction de mon emploi du temps. On peut aller plus loin aussi en mettant un code couleur. Mhm. Bah, tout ce qui est maths, c'est rouge, voilà. Et donc, on peut remplacer par cahier de maths par cahier rouge. Et le gros point, c'est la dysrégulation émotionnelle. Donc, on va faire en sorte d'aider l'élève à développer son intelligence émotionnelle pour savoir un peu l'impact que mon comportement a sur les autres. Parce que là aussi, ils se rendent pas compte en fait. Qu'est-ce que ça peut causer en fait comme difficulté auprès de mes camarades ou auprès des adultes. Donc, si une simple discussion ne suffit pas, eh bien, c'est important de mettre en place un contrat de comportement. Et donc, on en parlait tout à l'heure. Le contrat de comportement, à la base, il y a des règles dans la classe pour tout le monde. Donc, on va avoir des règles pour tout le monde. Mais si il y a un élève qui n'arrive pas à suivre les règles classiques, on va utiliser un tableau de comportement spécifique pour lui.
avec du renforcement positif. Et ça va vraiment, vraiment l'aider à, vraiment voilà, à avoir un comportement adapté. Donc, la loi du renforcement, c'est quoi? Tout comportement qui est suivi par une conséquence positive va être renforcé. Si un élève se comporte mal, on va lui dire, on va lui pointer du doigt qu'il n'a pas fait bien ça, il n'a pas fait bien ça, etc. Et donc, il va être puni. On va renforcer son comportement négatif parce qu'on va lui mettre une conséquence négative. Et ce qu'il veut, lui, c'est avoir de toute façon de l'attention. Qu'elle soit négative ou positive, il s'en fiche. Donc, il va continuer. On va essayer de casser ça et de renforcer que le positif. Alors, pour qu'un contrat de comportement fonctionne, il va falloir bien évaluer les renforçateurs positifs, c'est-à-dire c'est quoi ce qu'il aime. Et ça, moi, je vous invite vraiment à faire le lien maison-école, parce Mm. que ça, c'est des choses aussi à mettre en place à la maison sur le comportement de l'enfant. Tout ça pourquoi? Pour éviter les punitions. Alors, rapidement, pour faire un contrat de comportement, il faut définir un ou des objectifs clairs, il ne faut pas en mettre trop. Ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait. On va mettre 10 règles à respecter. Non, on va viser 3 règles, 4 règles max. Savoir quel sera le renforçateur utilisé en fonction des conditions d'efficacité du renforçateur positif, ne pas utiliser des choses qu'il peut avoir habituellement. Et oui, le renforçateur, ça va être qu'est-ce qu'il va avoir comme privilège. Si il a un privilège qu'il a d'habitude, ça va pas marcher. On va délimiter un temps précis de mesure du comportement. Est-ce qu'on évalue dès qu'il a fait le comportement attendu? Est-ce qu'on évalue toutes les heures, à chaque récré par exemple? Est-ce qu'on évalue à chaque pause méridienne ou est-ce qu'on évalue le soir? Il faut quand même évaluer assez rapidement et ne pas attendre la fin de la semaine, sinon ça risque de ne pas être efficace. Et pour ça, on va évaluer la capacité d'attendre de l'élève. Plus il est grand, plus il pourra attendre dans le temps. Plus il est petit, plus il va falloir faire immédiatement. Expliquer évidemment clairement le contrat et faire participer l'enfant à sa notation, avoir un feedback. Alors, à ton avis, est-ce que cette règle, tu l'as respectée aujourd'hui? Oui, non, pas trop? Ok. On peut utiliser un système de smiley. Et s'il lui reste 2 smileys à la fin de la journée, il a son privilège, par exemple. Donc là, par exemple, j'ai 2 règles. La première règle, je lève la main et j'attends que mon professeur me donne la parole. La deuxième règle, je ne parle pas aux autres lorsqu'ils travaillent. Bon, c'est tout simple, c'est clair, c'est factuel, c'est facilement évaluable. On peut décider d'enlever des points. Donc là, on enlève les smileys. S'il en reste 2 à la fin de la journée, ok, je peux choisir. On a choisi ensemble les renforçateurs, le privilège. Je peux avoir l'iPad 10 minutes, je peux faire ma dictée de jeudi sur l'ordinateur. Je peux avoir des cartes Panini et je peux jouer je peux avoir un petit moment de jeu avec mon AESH. Mm. Et donc pour finir, euh, les compétences psychosociales sont un puissant levier sur l'apprentissage des élèves, notamment parce qu'elles favorisent leur motivation, leurs compétences métacognitives et la maîtrise de leurs émotions. Ces compétences s'acquièrent notamment à travers 2 axes constitutifs de la bienveillance. La bienveillance, c'est quoi? C'est l'attitude positive que l'on porte à l'élève, mais il y a aussi de l'exigence que Ouais. l'on a envers lui pour le faire évoluer dans un cadre sécurisant. Un élève TDAH, comme tous les autres, ont besoin de cette bienveillance et de ce cadre sécurisant. Et voilà, j'ai fini ma petite présentation. Super. Merci Déborah. Merci pour tout ce partage. Je pense que ça va vous avoir donné vraiment plein d'outils, plein de ressources, des super pistes pour mettre en place dans vos classes et puis pour les parents d'avoir aussi ces ressources-là à transmettre aux professeurs de vos enfants parce que ils les connaissent pas forcément tous. C'est Donc, ça. Donc, ne pas hésiter à les mettre en place à la maison, voir ce qui fonctionne pour votre enfant et après arriver avec des billes. ouais, ouais, ouais. Mm.
Donc, bah, écoute, super, merci pour cette belle conférence, Déborah. Eh ben, avec grand Donc, plaisir. bah, n'hésitez pas, vous avez un espace commentaire donc sous cette vidéo à laisser un petit message à Déborah, un petit message d'amour, nous dire ce que vous avez retenu sur cette conférence, nous dire ce que vous mettez peut-être en place vous aussi, soit en tant que prof, soit en tant que parent. Voilà, peut-être qu'il y a des stratégies d'autres stratégies à mettre en place aussi. Peut-être que vos enfants vous ont aussi donné des pistes, des idées. Donc ça peut être chouette aussi. Et puis, bah, n'hésitez pas à poser des questions. Et si vous souhaitez suivre les actualités de Déborah, bah, sous cette vidéo, vous avez aussi le lien vers son site, vers ses réseaux sociaux. Donc allez voir tout ce qu'elle propose bah, dans sa vie de professionnelle et personnelle peut-être. Merci Déborah. Merci à toi, Fabienne. Moi, je vous retrouve très très vite donc sur une autre conférence et vous avez une autre conférence de Déborah aussi si vous le souhaitez. Voilà, merci.